Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance sur l'hydraulique et pneumatique industrielle. Aujourd'hui, nous allons voir toujours sur le chapitre 4 sur les canalisations et maintenant là, l'autre fois nous sommes arrêtés nous avons vu la généralité et nous avons vu aussi en même temps, on a parlé de tout ça. Sur la vidéo précédente, nous avons vu aussi les choix des canalisations. Je tiens encore à rappeler que ça dépend très souvent des débits d'écoulement et des pressions supportées par les parois. C'est très important. Le diamètre, résistance, tout ça, même la protection. Aujourd'hui, nous allons continuer par les types de canalisation. On a dit que les canalisations plus lessive pour nous puissions finir cette vidéo parce que là que les impressions qui me suivent à tout moment. Donc je rappelle aussi pour le quiz que je ferai la vidéo très bientôt, mais je suis encore en train d'observer pour voir ceux qui veulent répondre aux 3 questions des quiz et puis je vais voir comment répondre à ces 3 questions. Mais soyez-en sûrs que le mois de novembre ne finira pas. Je finirai par faire la résolution de cette quiz. Voilà, les types de canalisation. On avait dit que les canalisations sont destinés à l'acheminement de matières gazeuses, liquides, voire solides, polyphasiques. Ça veut dire 2 phases. Ça peut être liquide et gazeuse. Ça peut être liquide avec des solides en suspension. Ça peut être le 3. Donc liquide, gazeuse avec des solides en suspension. Parfois, 2 liquides non miscibles, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas, sont considérés comme étant 2 phases distinctes, même si ce n'est pas vraiment très le cas. Voilà, le diamètre nominal d'une canalisation peut atteindre 30 000, donc ça ce sont des littératures que vous pouvez facilement lire. Concernant les diamètres, on avait dit que les types de nom d'une canalisation dépendent des caractéristiques physiques et des conditions d'acheminement du produit. Nous avons pour les gaz naturels les gazoducs, nous avons les oléoducs pour l'huile, les aqueducs pour de l'eau, les dégouts pour les eaux d'usage, les somoducs comme Saumur pour l'eau salée, l'oxygénoduc, vous voyez l'oxygène ou l'oxyduc. Nous avons l'hydrogénoduc pour l'hydrogène. Donc on ajoute tout ça souvent du tus ou du cercle qui veut dire conduire. Donc c'est un pipe line. En anglais, on utilise très souvent le suffixe line en mettant la nature au préfixe. Par exemple, sea line, vous voyez. Donc ça veut dire que ce sont des lignes qui passent à la mer. Ou la sea comme line. Donc, et si comme la mer, donc c'est un peu ça. Donc en gros on peut parler de 2 canalisations selon la rigidité. On a des canalisations rigides où nous avons des tuyaux ou des tubes en acier, en fer, ainsi de suite. Donc les canalisations souples, les canalisations rigides et les canalisations souples, les mots souple, rigide, ça nous dit déjà quelque chose. Quelque chose qui est souple, c'est quelque chose qu'on peut facilement manipuler, c'est quelque chose qui est flexible, qu'on peut facilement, qui peut se fléchir facilement, bien sûr, avec des limites près, mais c'est quand même flexible. Donc, ça peut être de flexible, comme on dit toujours, et là, on aura un avantage particulier à utiliser les flexibles qu'à utiliser les canalisations rigides. L'avantage est que les flexibles peuvent véhiculer un fluide entre un point fixe et un point mobile. Vous voyez, par exemple, nous sommes dans l'encombrement. On veut faire passer la canalisation à l'intérieur, partout là, ça peut entrer, sortir, faire un peu du serpentin. Mais avec une canalisation rigide, il faut
Il faut faire de coude, remonter, et faire des siphons qui entraînent des pertes de charge plus importantes que si on utilise un flexible qui peut faire le serpentin facilement sans pouvoir engendrer des pertes de charge importantes dans l'écoulement. Donc ça absorbe aussi les vibrations. Pourquoi? Parce que les vibrations sont très importantes pour une conduite rigide. Vous voyez, les vibrations à long terme peuvent casser là où il y avait des soudures. Les vibrations à long terme vont dévisser les boulons, ainsi écarter les brides pour faire naître ou pour engendrer des fuites. Vous voyez, par exemple, vous verrez des brides. Nous allons en parler avec des images que j'ai pu. Voilà. Ça, ce sont des brides. Vous voyez, ces brides ici, on met les joints à l'intérieur. Je vais en parler, je vais y revenir. Alors, quand il y a des vibrations, on met des boulons. Ok, je vais y revenir. Tout ça, je prévis quelques images pour nous afin de faciliter la vidéo. Ça va pas, voilà, ça veut pas aller. Donc je sais pas si je suis au bout. Voilà, en gros les brides vont s'écarter. Quand la vibration va continuer, va continuer, les brides auront tendance à se desserrer. Et quand ça va desserrer, je crois que je vais revenir parce que là ça fait perdre de temps. On aura l'image bientôt là. Donc les brides vont s'écarter, et quand ça va s'écarter, ça va faire naître des fuites. Prenons par exemple cette image, ça c'est une bride et une bride où on a mis des boulons. Alors quand il y a vibration continue, important, alors les boulons vont commencer à se dévisser petit à petit. Tout ça, ça va commencer à se dévisser, et puis ça peut créer à long terme des fuites. Imaginez que vous avez une plateforme où il y a des milliers, donc pas de milliers, peut-être de centaines ou des centaines de connexions par bride, et qu'il y ait trop de vibrations. Vous ne saurez pas contrôler les boulons de tous. Ça c'est un travail de monitoring qui est rarement programmé, vous voyez, alors que c'est important parce que ça peut créer des fuites, et puis il y aura des fuites de gaz, des fuites d'huile, des fuites de gaz. Ça veut dire attention à l'incendie et à tout ce qui va avec. Donc voilà, maintenant pour éviter ça, là les flexibles sont importants pour absorber ces vibrations, et c'est très souvent monté devant les pompes ou des moteurs. Je vais vous montrer l'image concernant le montage ici. Voyez un peu, ça c'est un compresseur thermique. Donc ce compresseur thermique, comme je vous avais dit, le cours concerne l'hydraulique et pneumatique. Ça veut dire il y a le truc où on va parler de l'air. Donc un compresseur, ça aide à comprimer de l'air, du gaz aussi. Alors là, nous avons un compresseur qui comprime le gaz et ça envoie dans ce réservoir ici. Ça peut être aussi, ça peut contenir de l'air, et puis ça fait échapper, vous voyez. Le reste est vous voyez, il y a un coude, il y a l'autre coude, et ça prend de l'air, ça répond dans le réseau. Mais à la sortie de ce compresseur, vous voyez, on a mis quoi? On a mis un flexible, bien sûr, parce que le compresseur, ça bouge quand ça comprime, donc ça bouge à tout moment, et quand ça bouge, le flexible saura quoi? Saura absorber des vibrations du compresseur, et jusque là il n'y aura plus de vibrations. Et ça c'est à la sortie, donc c'est un boyau bien sûr, mais c'est rangé parmi des canalisations souples, vous voyez. Donc ça, le compresseur, je vous dis, ça vibre là, c'est clair, ça vibre, ça bouge durant toute la compression, ça bouge. Donc là il faut en tenir compte. Vous voyez aussi à la sortie ici, nous avons aussi c'est flexible. Pourquoi? Parce que ça,
quand on veut piquer de l'air comprimé ici, de l'air pressurisé ici. Mais la personne qui veut l'utiliser n'a pas besoin d'être seulement devant le tuyau. Il peut être là, il peut être là, il peut apporter quelque chose de très lourd qu'il peut déposer là et qui ne peut pas tenir à cette hauteur, il peut déposer en bas. Alors il a besoin de manipuler cette canalisation souple à sa guise, de la façon dont il veut. Donc il peut faire monter, il peut faire descendre, et il peut aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ils ont mis quoi? Une canalisation souple, très important pour que la personne qui vient utiliser de l'air comprimé soit libre de ce mouvement. Ça, c'est important. Mais aussi, vous remarquez qu'il y a quoi là? Il y a comme une corde qui tient le flexible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quoi? Ça s'appelle l'anti-fouet. Imaginez-vous qu'il n'avait pas encore tenu le flexible et qu'il a ouvert la vanne. La pression qui va entrer peut faire, je vous dis, ça peut soulever, parce que c'est déjà arrivé. Une personne a quitté depuis le champ, il s'est retrouvé 3 jours après à l'hôpital à cause d'un flexible. C'était un grand flexible de 2 pouces, mais c'était vraiment trop. Ça c'est 1 pouce, vous voyez, ça c'est 1 pouce, mais un flexible de 2 pouces, mais c'était catastrophique parce qu'il y avait beaucoup de pression. Ici, ces ballons à plus ou moins 110, 100, plus ou, au maximum 120 PSI. Alors, si on ouvre et que les 120 PSI entrent par ici, directement, ça prend de la force, ça peut fouetter. Alors ça s'appelle l'anti-fouet. Même si ça prend de la force, ce qu'il y a à craindre, c'est l'extrémité qui peut aller fouetter, qui reçoit en dernier la pression. Et quand ça arrive ici, ça s'échappe bien sûr, mais ça peut fouetter. Alors ça va retenir, c'est l'anti-fouet. Donc voilà, je vais revenir à chaque image pour essayer d'illustrer en fait que les cours soient un peu plus clairs. Donc parce que j'ai essayé de faire ça sans image, vu que c'était vraiment un peu chiant. Voilà. La mise en place d'un flexible nécessite une étude complexe et propre à chaque installation. Pourquoi? Parce que leur longueur doit être judicieusement déterminée. Ils ne doivent jamais travailler en torsion. Vous voyez, l'autre là qui était un peu, vous voyez, ça là, on peut pas travailler en torsion comme ça, ou soit on peut pas tordre parce que ça risque de nous frapper. Il y a beaucoup de conséquences qui peuvent surgir après. Voilà. Les canalisations, qu'elles soient rigides ou souples, sont assemblées entre elles avec les différents composants du circuit par l'intermédiaire de raccords. On verra ça. Voilà, parlons de la tuyauterie. Comme je venais de dire, je vais être bref. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo, j'aimerais qu'après l'avoir suivi, vous pouviez me répondre la différence entre un tuyau et un tube. Voilà. Là, je ne donnerai pas la réponse dans la vidéo, mais j'attendrai la réponse venant de vous. Vous pouvez faire vos recherches, c'est pas grave, mais j'ai besoin de la réponse, la différence qui existe entre un tuyau et un tube. Voilà, toute tuyauterie, conduite hydraulique, soit en acier au carbone, en acier inoxydable, comme nous venons de voir là. Ça, c'est en acier. Ce sont des métaux, ce ne sont pas des plastiques. On ne peut pas utiliser des plastiques. Très souvent, ça casse. Et puis, puisque je répète que l'usine, les industries, il y a la sécurité qu'il faut envisager en premier. Et tout ça, il faut être très vigilant pour tout ce qui peut se casser, faire des fuites facilement, qui sont un peu fragiles. On évite, donc on préfère des trucs qui sont durs et qui vont durer très longtemps, pas des trucs éphémères, parce qu'on sera obligé de changer après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on a besoin de trucs qui peuvent durer 50 ans. Vous voyez? Donc voilà. La tuyauterie en acier en carbone est toujours utilisée à la conduite hydraulique dans les situations suivantes. Voilà. Sur des systèmes de grand volume, bien sûr. Qui dit grand volume, dit grand diamètre. Tout ça pour avoir un grand débit. Je reviens au départ. Sur de longs tuyaux droits, on a besoin de ça. Des longs tuyaux droits, ça veut dire des pipes. Lorsque les conduites ne sont pas
démontables. On n'a pas besoin de démonter à tout moment. Tandis que pour les canalisations souples, je n'ai pas dit quelque chose là-dessus, mais ces canalisations ont pris de quoi? Je vais parler de études. Non, pas ici. Peut-être en avant. On verra ça quand je parlerai de flexible. Voilà. Donc, lorsque les conduites ne sont pas démontables à tout moment, on veut que ça reste. Là, on utilise des tuyaux en acier inoxydable pour éviter que ça puisse se corroder facilement. Parce que c'est la corrosion qui tue les tuyaux. Les tuyaux peuvent rester 100 ans, 500 ans, mais la corrosion va le détruire. Et la corrosion est inévitable et retardable, mais pas évitable. Lorsque les tuyaux sont plus économiques que les tubes, ah voilà, vous voyez que c'est différent. Alors à vous de trouver cette différence. Les tuyaux en acier inoxydable sont utilisés pour des systèmes atmosphériques corrosifs. Là, vous allez lire. Il existe des tuyaux en chlorure de polyvinyle. Ça, c'est PVC que vous appelez PVC. C'est une matière. Et aussi en PEH, des polyéthylène haute densité. Et des liners en acier. Je vais vous montrer la différence. Voilà, ça, c'est un liner. Et c'est un acier. Du coup, je ne sais pas si le liner peut être classé entre tuyau et tube. C'est à vous de me le dire. Ça, c'est une sous-question de la question que je viens de poser. Voilà. Voilà, ça, c'est une sous-question. Ainsi, je saurai réellement si la personne a suivi la vidéo. Il va mettre son commentaire. Et s'il est vraiment en train de considérer cette vidéo, il va mettre son commentaire afin que je sois autant motivé, parce qu'il n'y a rien à gagner à faire de vidéos. Tout simplement, ça aide à transmettre la matière et à faire des révisions pour que chacun de son côté ait la matière en actualité. Voilà, ça c'est un liner, vous voyez. Il y a l'écrou, on verra ça. Il y a cette partie que je suis en train de montrer avec mes doigts. C'est normal, je suis noir, je suis congolais. Et là, vous voyez, ça ce sont des tuyaux en acier. Vous voyez. Donc, tandis que là, je suis en train de parler que lorsque je parlais des tuyaux en acier, le polyvinyle, le PVC, bon, je ne peux pas trouver l'image dans une industrie de PVC et dans une industrie pétrolière ou de raffinerie. Là, il faut aller dans des usines des eaux, comme les régies des eaux, peut-être vous trouverez des PVC presque partout, mais pas vraiment ici. La polyéthylène haute densité, je crois que j'en ai juste là. Vous voyez, ça c'est du PEHD. C'est haute densité, c'est plus dur que les PVC, c'est plus résistant que les PVC. La pression, c'est aussi plus que les PVC. Vous voyez, il y a des petites inscriptions ici. Je ne sais pas comment zoomer jusqu'à la voir à tout près. Parce que là, ça ne sera pas non plus. Parce que c'est pas une faute. C'est pas vraiment un appareil photo très sophistiqué. Mais là, nous avons du 4 pouces. Donc, c'est PHD et de 4 pouces. Voilà. Non. Et ça, nous avons un PHD 6 pouces. C'est différent, mais vous allez voir que l'autre est plus grand que l'autre. Et maintenant, nous avons le PHD 2 pouces. Vous voyez, c'est pliable comme si c'était une canalisation souple. Mais pour certains, on n'arrive pas à plier. Pour ça, par exemple, on n'a pas plié. Et pour ça, vous voyez que c'est quand même pliable. Ça veut dire pour certains diamètres plus importants, on n'arrive pas à plier. Ça, c'est réel. C'est pour toutes les canalisations souples, c'est possible. Donc, il y a un rayon de courbure qui peut varier. Parce que même ça, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même de la courbure ici. Ça veut dire qu'il peut y avoir un rayon de courbure à des kilomètres. Vous voyez? Même les canalisations rigides peuvent avoir un rayon de courbure. Ça, il faut l'apprendre. Pourquoi? Parce que c'est toujours flexible. Un corps, un métal,
avec une petite longueur, c'est difficile de plier ça, parce que ça se plie. Mais imaginez-vous, à 500 mètres, vous essayez de soulever même un barre de fer, vous verrez que ça peut se plier facilement. Donc, il existe toujours des rayons de courbure pour même des canalisations rigides. Là, j'en passe, je vais juste vous montrer le PEHD qui est, et je vous ai montré des liners en acier. Bon, les liners, je ne sais pas si ça doit être un tube ou un tuyau, ça c'est la sous-question. Ils peuvent être raccordés par des raccords filetés et la plupart par soudure. Ça, je vais illustrer aussi un exemple. Regardez un peu ça. Nous avons une bride. Nous avons soudé ici la bride, parce que la bride elle est à part. Ça ne vient pas en même temps que ça, c'est à part. Je vous ai montré une bride pleine, noire, avec des joints que je vous ai montré. Voilà, ça c'est la bride. Et là, on a soudé la bride avec le coude à souder. On a soudé le coude avec un spool, ou bien je peux dire un nipple. Donc c'est pas trop très long. Et ici nous avons un T. Ça, on distingue facilement que ça c'est un tout. Donc on a soudé et on a soudé, parce que le T c'est comme ça. Et puis là on a un coude, on a un donc on cherche à tout ça. On a une géométrie bien définie. Peut-être qu'il y a eu des obstacles qui ont demandé à ce que nous puissions passer par toutes ces géométries là. Ça dépend du confinement ou de l'espacement de notre canalisation, où se trouve notre canalisation. Vous voyez, il y a des soudures haute pression, vous voyez. Et ces soudures, attention, c'est toujours pas parfait par rapport à l'assemblage lui-même. Ça veut dire, s'il y a trop de vibrations, les soudures peuvent lâcher, comme je venais de dire là. Donc là, vous voyez, il y a de T, il y a de coude, il y a de nipple, il y a de code, il y a des spools, quand ça devient trop long là. Donc, vous voyez, on a soudé partout, vous voyez, ça c'est par soudure. Mais tandis que, regardez là, ici c'est pas par soudure, vous voyez, comme si ça entrait à l'intérieur. Le coude prend plus de diamètre extérieur par rapport au coude ici, qui ne prend pas plus de diamètre extérieur que l'autre. Ça veut dire qu'ils sont de même diamètre et on a juste soudé. Mais l'autre, le coude est un peu extérieur. Le T ici, vous voyez, je vais essayer de zoomer un peu. Oups, c'est trop. Là, c'est pas peu, mais c'est trop. Essayer de réduire un tout petit peu. Encore. Ah, non, c'est moi qui devais bouger un tout petit peu. Voilà. Ah, nous avons d'ailleurs un raccord réunion ici. C'est très important de savoir. Ça, c'est une vanne. Vous voyez un peu, ça, c'est un T. Hein? Pan, c'est un T. Même si c'est renversé, mais c'est un T. Ça veut dire que ça peut passer comme ça et puis ça peut ramifier de l'autre côté. Vous voyez, le coude, c'est un peu plus... Le diamètre de cette partie ici est plus grand. Mais ici, vous voyez, c'est la même chose. Parce que, justement, ici, c'est la fin même. Ça, il y a un mal qui est fileté. On a alors vissé ces nipples à l'intérieur de ces coudes. Et on a vissé aussi ici. On a vissé là. On a vissé ça là. Donc, on a monté ça en vissant. Ça veut dire, par exemple, on avait un coude là. On est venu avec ça. On a vissé. On est venu avec le T. On a vissé. Et comme on veut que ça soit haut, on visse de façon que ça soit haut. On vient avec l'autre. On visse. On vient avec le coude. On visse. Mais on veut que ça regarde en bas là. On vient avec l'autre. On visse. C'est ainsi qu'on est en train de monter. On visse. Mais il arrive qu'on avait vissé de l'autre côté. Tu veux bien parce que je vais venir. Vous voyez, par exemple, on a... C'est ça, on a vissé les deux, c'est le T et le spool, le nipple. Il arrive que de l'autre côté, on avait aussi vissé, on est avec
avec une autre ligne là, voilà, qui vient. Il y a une voie en bas là. Si je pourrais déplacer, vous verrez là, il y a une voie, cette voie ici et donc cette ligne ici. Alors, la ligne ici est venue jusqu'ici. Il tient là, il se tient là. Ça reste immobile parce qu'on peut tenir ça, sinon on sera obligé de tout ça comme ça et c'est impossible. Et ça aussi, ça reste immobile. On ne peut pas tourner ça à l'autre côté de la colle ou bien le livre. Pour assembler les deux. Alors notre salle, le raccord, ici, il y a une partie, c'est deux parties, donc il y a partie femelle et partie mâle. On a vissé le raccord femelle dans la partie ici, on a vissé le raccord mâle dans la partie ici, et puis on va commencer à tourner maintenant le raccord plutôt femelle autour du raccord mâle, et ça parfois même ça tire, vous voyez, ça tire l'autre, et ça va fermer. Donc c'est de cette façon-là que nous pouvons nous en sortir en tirant, en raccordant des parties qui sont déjà immobiles, qu'on ne peut pas faire autrement. On a besoin des raccords union. Voilà, donc vous voyez que ça, c'est obtenu grâce au filetage et l'autre grâce à la soudure. À raison de diamètres plus grands, les tuyaux peuvent être inspectés intérieurement et extérieurement après soudure. Donc on doit vérifier la soudure. Même le vissage, on doit tester le vissage. Donc vérifier, ça veut dire inspecter, ça veut dire tester, parce qu'on a besoin que quand ça sera mis en service, qu'on n'ait pas d'éventuels problèmes. Les fournisseurs d'acier fournissent des tuyaux en acier noir non galvanisé. Là vous allez voir ça, comment on fabrique là c'est les génériques des pipelines, là c'est le pipeline. Moi je suis en hydraulique et pneumatique industrielle, donc je suis pas là-bas. Donc les diamètres du tuyau définit généralement les diamètres extérieurs. Ceci permet de prévoir l'épaisseur de paroi et la pression d'utilisation. J'en ai parlé même dans la vidéo précédente. Voilà, parlons du tube. Les tubes, les matériaux de tubes hydrauliques, les cuivres, l'acier, les carbones, l'acier inoxydable, l'amine, les plastiques, c'est pourquoi j'ai dit peut-être le PVC serré. Donc vous allez, troisième sous-question, il faut donner l'exemple de quelques tubes. Donc, première question, la différence entre tube et tube. Est-ce que le liner n'insérait pas un tube? Et donner des exemples. Bon, la deuxième question et la troisième, c'est presque la même chose. Donner des exemples pour un tuyau et pour un tube. Voilà. Pour les circuits pneumatiques aussi, c'est très important. Les diamètres de tubes, voilà, on a comme pour les tuyaux, les diamètres pour voir l'épaisseur, ça c'est un peu de la théorie que vous pouvez lire et comprendre facilement. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est plusieurs types de raccords à évasement, les segments fondus, et principalement par des raccords, je viens de parler, des raccords, on va encore voir ça, qui aident à assembler le tube. Donc, voilà. Maintenant parlons de flexibles. Dans de nombreux systèmes hydrauliques, les flexibles constituent la meilleure conduite de fluide possible. Certaines sont applicables, certaines applications sont les installations dans lesquelles les vibrations et les chocs sont élevés. J'en ai donné l'exemple. Les raccords aux unités qui se déplacent pendant le fonctionnement. Donc, on doit déplacer, on met ici, on met là-bas. Donc, c'est pas permanent comme les tuyaux. Les flexibles, c'est toujours temporaire. On peut déplacer leur position et tout ça. Ça, les conditions, ainsi de suite. Les connexions qui sont temporaires, ce sont la spécialité des flexibles. Les conduites qui doivent être fréquemment branchées, débranchées. Donc, les conduites placées dans des endroits exigus, en zone à risque. L'installation d'un flexible est limitée par son rayon de courbure. Ça, c'est très important. Il ne faut pas dépasser le rayon de courbure parce que vous avez trop forcé et puis le jour où ça va lâcher, ça va frapper, je sais moi où, c'est pas bien. On trouve souvent des flexibles hydrauliques sur les pompes hydrauliques dans les raffineries. Vous voyez un peu, même les pompes
des pompes pneumatiques, je crois. Ceci sert à protéger les conduites des mouvements et des vibrations de la pompe. Voilà, je vais vous donner, j'ai préparé 2 exemples très importants. Je reviendrai là-dessus quand on va parler des pompes. Voilà. Donc, prenons l'exemple de cette pompe Western. Vous voyez, là, je vous dis, ça c'est son aspiration. Ça aspire un produit chimique, c'est une pompe chimique. Ça aspire un produit chimique, un des émulsifiants, à travers ce flexible ici. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fonctionne grâce à de l'air extrême, ça veut dire de l'air comprimé. C'est une pompe pneumatique, ça ne fonctionne pas avec du courant. Mais l'air arrive par ces liners là. Ces liners ici. C'est par là que l'air arrive. Vous voyez, l'air arrive là, ça entre là. C'est régulé suivant les conditions de pression de fonctionnement. Parce qu'on ne peut pas avoir trop, on ne veut pas avoir peu. D'ailleurs, ça vient toujours trop. Et regardez la sortie. La sortie aussi, c'est à travers ces liners. Très utilisé. Ça, c'est une pompe Western. Regardez ça. Une pompe Wilden. Ça aussi, c'est une pompe pour le chimique. Ça, c'est son refoulement. C'est un flexible. Ça, c'est son aspiration. Non, ça, c'est son alimentation en air. Ça aussi, c'est une pompe pneumatique. C'est son alimentation en air. On verra ça, le fonctionnement et tout, pour ceux qui seront encore avec nous. Et son aspiration, on ne peut pas voir ça. C'est un boyau qui est ici, qui entre dans ce fût. Ça aspire. Ça fait le feeling, ça veut dire ça aspire le produit chimique se trouvant dans ce fume plastique et puis ça refoule pour mettre dans un réservoir approprié pour être injecté à son tour. Vous voyez, je vais vous montrer d'ailleurs, c'est ça la pompe qui injecte le réservoir. J'ai pas besoin de ça pour l'instant. Et ça, c'est une pompe qui fonctionne avec du courant électrique. Vous voyez, c'est une pompe centrifuge avec un régulateur de débit qui fonctionne avec quand on parlera de pompe, je reviendrai là-dessus sur ces exemples. Et là, le refoulement, c'est en haut. L'aspiration, c'est ce qui est en bas. Toujours par des liners. C'est très utilisé, les liners. Mais là, le réservoir est quelque part là. Cette pompe aspire et refoule, mais grâce à l'alimentation de notre conduite, de notre réseau d'air comprimé, plus ou moins à 100 psi. Mais lui, le maximum, c'est ça, 125 psi. Donc, vous voyez, et quand ça pompe, que ce soit cette pompe ou cette pompe Western, les deux qui fonctionnent avec de l'air comprimé, quand ça pompe, ça fait tchac, ça aspire, ça fait tchac, et quand ça fait tchac, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On ne peut pas utiliser autre que le flexible. Du moins, avec ça, on a utilisé des liners. Bon, les liners, on n'absorbe pas trop la vibration, mais c'est quand même plus léger pour que ça puisse céder facilement. Et puis, vous ferez le raccord, c'est avec... c'est un peu ça, là. Il y a des raccords bientôt qu'on va... Ça, c'est un coupling. Bon, je passe trop de temps avec les images, on risque de faire une vidéo à 1 heure. Voilà, je reviens. Voilà, on trouve des flexibles hydrauliques, des pompes hydrauliques, pneumatiques aussi dans les raffineries et dans des industries. Dans l'industrie, il y a des process. Voilà, les flexibles hydrauliques sont classés par pression, par température, par compatibilité avec le fluide. Ça, c'est important. Compatibilité, parce que si vous mettez
un produit, comme je vous ai dit, ça c'est un produit chimique. Il y a plusieurs produits chimiques qu'on utilise dans des complexes industriels. Et si vous utilisez un produit chimique qui n'est pas compatible avec la matière fabriquée du flexible, qu'est-ce qui va arriver? Ça va réagir et ça va détruire soit le flexible et soit ça va détériorer la concentration du produit chimique. Ce sera désastreux, donc ce ne sera pas bien. Donc la pression aussi, je vais vous montrer une image très rapidement où j'ai prélevé la pression limite. Et voilà, très souvent appelé tout court vinyle. C'est par rapport à sa matière, mais c'est un flexible. Vous voyez, c'est un flexible. Et si je peux zoomer, ça, vous verrez clair que D140 PSI. On donne aussi la température, 75 Fahrenheit. Vous voyez, donc on a donné et la pression limite et la température limite. On donne des caractéristiques extruded in des USA. Ça, c'était ça. Et puis, vous voyez, il y a aussi du flexible là-bas autour de lui qu'on appelle aussi du vinyle. C'est un peu comme du PVC, mais c'est du flexible. Donc, parce que le PVC, chlorure de polyvinyle, vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu, c'est clair et ça passe. Les flexibles sont utilisés comme les tuyaux ou les tubes. Aha! Ou les tubes, ça veut dire c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, la différence est là. Et voilà. Ne peuvent pas être utilisés. Quoi ça? Qu'est-ce que je... Non? Les flexibles sont utilisés quand les tuyaux ou les tubes ne peuvent pas être utilisés. Voilà, ici généralement, les tuyaux est constitué de couches. Ça, c'est vraiment de la théorie que j'ai déjà beaucoup parlé. Le flexible et hydraulique ont généralement du raccord en acier qu'on appelle embout, embouti aux extrémités. La partie la plus sensible d'un flexible haute pression est la connexion du flexible. Ça, c'est important. La partie la plus sensible, vous verrez un flexible qui peut résister à 5000 PSI, mais sa connexion ne résiste qu'à 600 PSI ou à 1500 PSI. Oui. Alors, peut-être que le flexible ne va pas connaître l'éclatement, la pression à l'intérieur, paf, mais la connexion peut lâcher. Vous voyez, c'est calculé en fonction du filetage ou soit en fonction de la manière dont la connexion, les raccords. Donc le flexible est très... Enfin, ça c'est un flexible. Ça c'est un flexible pour produits chimiques par exemple. Ça c'est un flexible pour les basses températures. Ça c'est un flexible pour les hautes pressions. Vous voyez, donc... Et vous verrez qu'il y a une différence entre, vous voyez un peu, le raccord ici commence de là jusqu'ici. C'est plus important que ce raccord qui est juste là, comme ça. Et que ce raccord, donc les raccords, vous verrez la pression de fonctionnement maximale du raccord et la pression de fonctionnement maximale du corps du flexible sera. Les deux vont être différents. Alors quand c'est différent, alors vous voyez ce que ça peut engendrer. Donc on ne sait pas se fier directement à la pression de fonctionnement du corps. On se fie à la pression du raccord pendant qu'on est en train d'établir notre projet ou bien on est en train de faire un travail quelque part. Donc, et puis on dit un autre inconvénient des tuyaux est la durée de vie courte du caoutchouc. Et qui doit être remplacé périodiquement tous les 5 ans, 7 ans en moyenne, ça par rapport aux tuyaux. Les boyaux, j'en ai parlé, les canalisations souples, les boyaux, je vous ai montré un boyau là, plus souvent appelés boyaux, sont utilisés en hydraulique
pour raccorder les composants relativement mobiles l'une par rapport à l'autre. On l'utilise aussi dans les endroits où se trouve une vibration. On a vu avec le compresseur. Voilà le fonctionnement du boyau. On a la protection extérieure, on a la gaine métallique, on a la protection intérieure. Ça, je vous dis, je viens de couper un boyau. Ça, c'est vraiment difficile à couper. Et donc, vous m'en direz des nouvelles le jour où vous serez confronté à ça. Donc, voilà. Donc là, ouais, c'est le boyau que je venais à peine de couper. Mais quand même, vous allez voir que au niveau du raccord, ça c'est par exemple du côté mâle. Vous verrez au niveau du raccord que la bague de serrage est quelque part. Ça c'est le noyau avec ces trois parties qui vient entrer. Vous voyez ici c'était un peu plus gros, mais on a un peu serré. Vous voyez les épaisseurs ont diminué, mais pas trop celle de la gaine métallique. Les protections intérieures et extérieures sont réduites par cette pression pour que ça puisse pas quitter. Vous voyez, et là c'est les supports de serrage du raccord fileté et puis ça va se fileter juste là. Donc vous voyez, c'est ça les trois parties. La protection intérieure un peu en noir et la gaine métallique et puis la protection rouge. Et ça c'est la bague de serrage. Vous voyez, ça c'est le raccord et puis c'est serré de façon à ce que ça puisse pas quitter. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais, la bague de serrage tour à l'intérieur et puis c'est bien serré là. Donc voilà un peu. Je sais pas si je dois continuer, je suis déjà dans une quarantaine de minutes, mais je crois que je dois continuer parce que on s'est assez reposé. Je parlerai de joint, raccord et branchement un peu plus rapidement parce qu'on a déjà parlé de raccord, on a parlé de branchement. Recommandations pour le montage des raccords. Veillez à ne pas. Ça c'est important. Les raccords peuvent sembler identiques ou correspondre, mais leur filetage étant différent, il serait désastreux de tenter de les serrer. Si leurs filetages ne sont pas... Ouais, vous pouvez avoir un raccord 600, comme je venais de dire, et un raccord 1500. Ça veut dire un raccord 600 pour pression jusqu'à 600 PSI et un raccord 1500 pour pression jusqu'à 1500 PSI. Mais les deux sont des raccords pour un même flexible, par exemple des 2 pouces. Alors vous essayerez de les raccorder parce que vous avez un mâle et une femelle, vous avez deux flexibles, vous voulez allonger, vous voulez mélanger 2 flexibles. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Je vais revenir un peu en arrière. Vous voyez, j'ai ce flexible et vous voyez souvent ça c'est mâle et ça c'est femelle et je peux assembler ça comme ça. Et maintenant si j'ai une longue distance, j'ouvre ça, ça arrive ici, je mets encore l'autre, ça arrive, je dois assembler. Mais vous pouvez tomber par la malchance d'amener jusqu'au site un flexible qui a raccord 600 et un autre flexible qui a raccord 1500, ça arrive très souvent. Alors n'essayez pas de raccorder comme ça parce que ça sera désastreux pour vous et moi par la sécurité. Acceptez de rentrer jusqu'à la base ou bien appelez qu'on vous l'amène. Voilà, donc ça serait très désastreux de tenter de les assembler. Voilà. Non seulement leur filetage, mais aussi la forme des raccords sont aussi différents. Il y a des raccords qui sont droits, il y a des raccords qui sont coniques, ainsi de suite. Et là aussi, il est interdit d'assembler des raccords qui ne correspondent pas, en particulier lorsqu'il s'agit de haute pression. Un filetage doit être utilisé sur toute sa longueur. Il ne faut pas que vous vissez, ça reste encore 2 tours de vissage de filetage, ou bien un seul tour de filetage, ou bien une moitié de tour de filetage, vous abandonnez. Il faut visser dans toute sa longueur. Okay? Lorsque vous vissez 2 raccords qui sont compatibles ensemble, mais vous remarquez une résistance au vissage, indiquer que les raccords ne sont pas alignés. Ça vous montre que les raccords ne sont pas alignés. Il faut maintenant bien aligner vos raccords et pouvoir visser. Okay? Quand vous alignerez bien, vous verrez que ça partira de soi. Donc ne forcez pas. Parce que déjà, la résistance vous dit que les raccords ne sont pas bien alignés. Parce que vous avez regardé
les filets sont propres. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de sable. Sinon, il faut brosser avec une brosse métallique ou bien chercher à enlever même avec de l'eau. Mais c'est propre. Mais vous essayez de visser, ça ne tient pas. Je vous dis, il faut dévisser et reprendre. Ok? Il ne faut pas forcer, sinon, premièrement, vous n'allez pas bien fermer. Deuxièmement, vous détruisez les filetages. Donc, rôle de raccord. Les raccords servent à plusieurs choses. Relier différents standards. Par exemple, un bossage à un gig ou le filetage d'un tuyau à un joint facial. Permettre d'orienter les composants, tout ça, c'est de la littérature. Différentes méthodes d'assemblage et d'étanchéité. Nous avons les raccordures. On ne dit pas là-bas au-dessus. Une pièce typique d'équipement lourd peut avoir des milliers de points de raccordement. C'est de la littérature. Les raccords est vissé, serré. Il est donc difficile d'orienter correctement un raccord coudé sans les desserrer. Il faut toujours desserrer avant de pouvoir. Donc vous desserrez. Si le coude était comme ça et que vous voulez que ce soit comme ça, il faut d'abord dévisser, changer l'orientation du coude, visser par là. Il ne faut pas avec le tuyau ou bien avec le flexi de changer l'orientation du coude, c'est pas bien. Donc voilà, nous avons un coude, nous avons un nipple, ça j'ai déjà expliqué, ça c'est le raccord réunion, clapet, nipple, T. Voilà, il y a une réduction. Ça, c'est important. Je vais parler dessus parce que tout ça, je ne vais pas parler de ça. Vous allez pouvoir lire vous-même. C'est quoi une réduction? C'est une partie de canalisation qui est vraiment très importante. La réduction, vous voyez ici, nous sommes à 2 pouces, mais là, nous sommes à 1 pouce. Comment se fait-il? Alors, la réduction, et il y a là aussi, nous sommes en 2 pouces. Vous voyez, là, on est en 1 pouce. Il y a des réductions qui sont vissables. Ça veut dire il y a une réduction. Vous voyez qu'il y a, c'est un tout tel qu'ici on peut le dévisser. Vous voyez que le T s'arrête ici, la réduction est vissée là-bas et puis sa sortie est 1 pouce et le nipple 1 pouce sera vissé là-bas. Ça c'est une réduction vissable. Vous allez voir ça dans les images que je vais vous présenter bientôt. Voilà. Vous comprenez que je dois couper et répondre parce que je ne veux pas gaspiller mon temps. Mais là, je suis en train de gaspiller en me justifiant. Bon, voilà. Ça, c'est 8 pouces. Et là, c'est 6 pouces. Et voilà la réduction. Vous voyez, la réduction est soudée ici. À part entière. La réduction est là, soudée. Donc, la continuité, on a besoin. C'est sur les calculs, on a besoin soit de se connecter à une source 8 pouces, soit de diminuer vers 6 pouces, ça dépend. Donc, on place des réductions, c'est une partie entière de la canalisation que je n'ai pas pu en parler comme les coudes et les autres, je n'ai pas pu en parler. Voilà un peu ça, un autre exemple, nous sommes en 8 pouces, nous mettons un coude. Ça, c'est pas un coude de 90 degrés. Ça, je crois, un coude, ça doit être un 45 degrés. Oui, ça doit être un 45 degrés. Ça, c'est un coude, un 45 degrés. Et puis là, nous avons une réduction. 8 par 6. Il y a aussi des réductions qui viennent directement avec de T. Vous voyez, ça, c'est un T. Je peux zoomer pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir, mais sinon je vais voir. Voilà, vous voyez, ça c'est un T qui a été soudé ici, mais dont on veut faire un piquage en 4 pouces. Ça c'est un 8 pouces, on veut faire un piquage en 4 pouces. Le T est un T de réduction directe. C'est différent que on doit mettre un T là-bas et puis mettre encore une réduction. Non, il y a des T qui sont en même temps des réductions par leur piquage. Donc voilà un peu, la réduction c'est important. Mais il y a aussi des réductions difficiles à voir. Par exemple ici nous sommes dans un demi-pouce. Un demi-pouce, un demi-pouce, un demi-pouce et le flexible c'est un demi-pouce. Vous voyez, là on s'est raccordé avec
les raccords là. Mais ici aussi, on a un demi-pouce. Ça d'ailleurs, je vais vous dire bientôt là. Et on a une vanne. Mais regardez notre sortie, c'est un quart de pouce. Regardez la réduction. La réduction, c'est à ces niveaux. Vous voyez, cette vanne et cette vanne, c'est de même dimension. Ce sont des 1,5 pouce. Mais là, nous sortons en 1/4 pouce. Ça veut dire qu'on a mis juste la réduction là. Ça entre, il y a du téflon ici pour éviter de fuite. Parce que ça, c'est un petit réseau d'air pressurisé. C'est cette sortie qui va jusqu'à la pompe que je vous avais montré là, la pompe chimique Wilden, qui était juste posée sur le fil plastique. Et là, ça va ailleurs, mais ici ça sort en 1/4 de pouce. Vous voyez un peu, donc il y a une réduction ici. C'est important d'avoir des réductions. Je crois qu'on a compris c'est que c'est une réduction, donc j'en parlerai plus et je passerai. Donc vous voyez, il y a de 1/16e pouce à 24 pouces de l'angle du cône. Donc tout ça vous allez lire, vous allez comprendre. Donc il y a plusieurs tailles. On a les tailles de 1/8e pouce, de 1/4, de 3/8e, de 1/2 pouce, de 3/4, de 1 pouce, de 1 pouce 1/4, 1 pouce 1/2, on a de 2 pouces. Tout ça c'est du filet. C'est filetage. C'est pourquoi vous avez vu ça là. C'est filetage. Parce que ça, on a du 1/4, on a du 1/2 pouce. Tout ça c'est filetage. Mais à partir de 2 pouces, stop de filetage. Et là, ça devient de la soudure, soit du bridage. Là, je crois que on a compris. Parce qu'on va lire, on va mettre la pause et on va lire les théories. Si on n'a pas encore de la documentation. Donc, on rencontre parfois des tailles plus petites pour l'air comprimé. Je vous ai dit, on rencontre rarement des tailles plus grandes parce que d'autres méthodes de raccordement sont plus pratiques au-delà de 3 pouces. Au-delà de 3 pouces, on n'utilise plus le filetage dans la plupart des applications. Le filetage NPS, ça vous allez lire. Quand je vois des NPS, des NPT, je vois directement c'est de la théorie qui concerne plus les génériques des pipelines. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici parce que je ne vais pas faire 1 heure, je m'arrête à 50 quelques minutes. Et on va parler plus tard du bossage de joints toriques parce que je crois que on va parler des raccords à compression. Tout ça, je passerai trop rapidement. Et nous allons voir les brides. Nous en parlons de brides, de leur série, de leur pression. Pourquoi cette bride, pourquoi l'autre bride. C'est important de différencier les brides parce que sinon, ça sera pas très intéressant. Donc, on va voir des brides dans différentes normes. On va voir les joints d'étanchéité. Ça sera plus tard. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que le jour où je vais sortir la vidéo, ça sera pas très loin. Ça sera tout proche. Et pour le quiz, faites le quiz, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, faites-le quand même parce que vous aurez essayé. Et là, il y a un tableau qui concerne justement des brides, des platines et des joints. Et puis, c'est par-ci que notre chapitre s'arrête pour parler des robinetteries. Donc, je crois que la prochaine fois, je vais parler du reste du chapitre et je vais parler du robinetterie où on va voir de bonnes choses ici, très pratiques pour nous tous, car on doit savoir les robinetteries. Bon, ça fait un peu partie intégrante de la canalisation, mais c'est mieux d'être un chapitre à part. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous rappelle que sur Vidmed, il y a déjà mes vidéos qui sont téléchargeables gratuitement. Je n'ai rien à gagner, c'est juste gratuit. Et puis, j'espère que vous aurez un jour besoin du PDF et peut-être c'est par là où je gagnerai quelque chose si vous trouvez que c'est important d'en voir. Sinon, c'est pas grave. De toutes les façons, likez, partagez et allez visiter la chaîne YouTube sur Vidmed. Vous trouverez toutes les vidéos en téléchargement gratuit plutôt. Il suffit d'écrire la production du pétrole et gaz avec gloire ancienne et vous verrez tout. D'ailleurs, c'est le titre de la chaîne.
Si vous tapez ça là-bas, vous verrez toutes mes vidéos apparaître et vous pouvez prendre, mettre dans votre ordi, marcher là-haut et réviser quand vous voulez sans connexion. Bon, mais c'est important de suivre ça sur YouTube pour que j'aie un peu de vie. Voilà, je vous dis à bientôt et à plus tard, mais c'est pas très loin, ce sera vraiment très bientôt. Bye bye.